Bien, nous allons commencer la résolution de l'exercice. Il s'agit d'un exercice de dosage pH métrique acide-base. C'est un exercice type, donc si on sait le faire, tous les dosages se traitent pratiquement de la même façon concernant les exercices. Bien entendu, les dosages pH métriques. Voilà. Avant de commencer l'exercice, prenez quand même le temps toujours de lire bien l'exercice et de souligner les mots importants, les formules importantes et les valeurs importantes aussi. Vous voyez que là, on me dit que c'est l'acide nitrique dont il s'agit ici. Donc, voilà, c'est l'acide nitrique. Admettons, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je sais que c'est un acide, mais je ne sais pas s'il est fort ou faible. Vous voyez qu'on vous met que c'est un acide fort. Donc ça, c'est une bonne information, vous voyez, qui va nous aider dans l'exercice. Il réagit totalement avec l'eau, vous voyez, totalement. Déjà ici, on peut déjà dire que la réaction sera totale, vous voyez, pas limitée. D'ailleurs, vous avez des questions là-dessus dans l'exercice. Vous voyez que vous avez carrément la réponse dans le texte. Il réagit totalement avec l'eau, vous voyez, pour donner les ions oxonium. Oxonium, c'est H3O+. H3O+, ça s'appelle des ions oxonium. Et des ions nitrates, on vous donne la formule. Donc vous voyez que les ions oxonium, on ne vous donne pas la formule parce que c'est une formule classique, hein, il faut la connaître par cœur. Or, les ions nitrates, bien entendu, vous ne les voyez pas voilà, tout le temps dans les exercices. Vous voyez. Et la soude, NaOH, qui est une base forte. Donc vous voyez que base forte, acide fort. Donc voilà, j'ai affaire à un acide fort et une base forte. Hein? Il existe bien entendu des dosages d'acide faible avec une base forte, etc., etc. Bon, enfin ici, il s'agit d'un acide fort et d'une base forte. Donc, pour les mises en solution des espèces, il n'est pas nécessaire de faire la règle de gamma. Vous voyez, quand il s'agit d'acide fort, hein, ou de base forte, bon, la règle de gamma n'est pas nécessaire. Hein. On en parlera dans un autre exercice. Sachez que j'ai fait une leçon concernant la règle de gamma. Hein. Hein, comment on l'exprime, à quoi il sert. Voilà. Bien, voilà le premier travail qu'il faut commencer par faire. Et ça, c'est dans tous les exercices et dans toutes les matières. Il faut souligner les mots-clés, les données sous forme de valeurs aussi. Il faut les souligner. Et les formules, s'il s'agit de chimie ou de physique, par exemple. Hein? Voilà, maintenant, on va attaquer les questions une par une. Hein, et je vais détailler la réponse à chaque question. Et je vais, à chaque question, rappeler un petit peu l'essentiel du cours. Parce que sachez aussi une chose, c'est l'apprentissage du cours. Elle est importante. Et après son application à travers des exercices comme ici le dosage ou bien d'autres types d'exercices. Sachez que le cours est fondamental et important. Ça, il faut le savoir. Et à chaque fois qu'on traite un exercice comme celui-là, toujours, le classeur fermé, pas de cours devant soi, rien du tout. Que la feuille et puis la résolution de l'exercice. Si vous n'arrivez pas, admettons, à avancer parce qu'il y a des termes bon, que vous avez oubliés, que vous ne savez pas peut-être, ou un truc comme ça, ben vous laissez l'exercice de côté, hein, vous ouvrez votre classeur, vous apprenez votre cours, vous regardez tout ce qu'il faut regarder et vous refermez le classeur et vous faites l'exercice.
Et ça, si je vous dis ça, c'est dans toutes les matières, pas qu'en chimie ou en physique-chimie. Voilà, on va commencer l'exercice maintenant. Bien, pour la première question, on vous demande d'écrire la mise en solution de l'acide nitrique. Je rappelle, mettre en solution un acide, hein, la mise en solution, je vais noter ici la mise en solution d'un acide ou d'une base, peu importe, ou d'une base, c'est sa réaction avec l'eau. C'est sa réaction avec l'eau, c'est-à-dire H2O. Bien, maintenant qu'on a compris la question, ben on commence par écrire l'acide. Vous avez la formule qui est donnée dans l'exercice. Voilà. Ça, c'est l'acide plus H2O. Ça va donner les ions oxonium, c'est marqué dans le sujet, c'est H3O+, plus NO3-, les ions nitrates. Voilà. Donc vous voyez bien que ici, l'acide, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé un proton, et le proton, c'est H2O qu'il a pris. Vous voyez, il est devenu H3O+. Et l'acide, il a perdu un proton, c'est-à-dire que l'acide est un proton, il est devenu NO3-. Voilà la réaction de mise en solution d'un acide, hein, que ça soit fort ou faible, hein, sachez que c'est toujours la réaction avec l'eau. Maintenant, est-elle totale ou limitée? Eh bien, dans le sujet, j'ai souligné le mot « totalement », il réagit totalement avec l'eau. D'accord? Donc, c'est une réaction totale. Donc, réaction totale. Alors, réaction totale, je peux justifier ça de deux manières. Hein? D'abord, c'est marqué dans le sujet qu'il réagit totalement avec l'eau. Totalement avec l'eau. Justification la plus importante, c'est que c'est un acide fort. Les acides forts réagissent totalement avec l'eau. Les acides faibles réagissent de façon limitée, c'est-à-dire partiellement, ou on dit que la réaction est limitée. Donc, quand on fera un exercice sur ce thème, et j'en ai déjà fait dans les précédentes vidéos, hein, vous pouvez les consulter. Voilà, donc retenez, un acide fort réagit totalement avec l'eau. Une base forte, pareil, c'est la même chose. Par contre, dès qu'il s'agit d'un acide faible ou d'une base faible, eh bien, ils réagissent partiellement avec l'eau. Ça veut dire que, si vous préférez, l'espèce chimique qui réagit ne disparaît pas totalement, vous voyez? C'est-à-dire qu'il va en rester dans l'eau. C'est-à-dire qu'il va me rester l'acide dans l'eau, vous voyez? Or ici, HNO3 a disparu complètement. Quelle est l'espèce prédominante qui va nous intéresser par la suite? Eh bien, c'est H3O+. Vous voyez que, voilà, H3O+, c'est l'espèce prédominante ici qui va m'intéresser, bien sûr, dans le reste de l'exercice. Voilà la réponse à la première question. Hein. Souligner l'espèce prédominante obtenue. À quel couple acide-base appartient-elle? Très bien. Donc, si c'est H3O+, eh bien, vous savez que H3O+,
ça, c'est le premier couple de H2O, vous voyez? L'eau, ici, joue le rôle d'une base, et H3O+, acide. Vous voyez? Acide. Et là, l'eau joue le rôle d'une base. Ça, c'est le couple qu'il faut donner dans la première question. Je rappelle entre parenthèses l'autre couple de l'eau. Donc l'eau aussi peut être H2O, HO-, comme ça. Donc l'eau dans ce couple-là, il est acide. Et là, ça, c'est la base. Donc c'est pour cela que l'eau joue les deux rôles, base, acide. Dans certains exercices, l'espèce chimique que vous trouvez en bas d'un couple, c'est-à-dire une base, et ensuite en haut d'un autre couple, c'est-à-dire acide, c'est-à-dire la même espèce, attention, hein, avec les mêmes atomes, les mêmes charges, bon, s'il y en a, hein, il faut que ça soit la même espèce. On appelle cette espèce une espèce ampholyte. Vous voyez, comme ça s'écrit comme ça, ampholyte. Voilà. Ça veut dire qu'il peut jouer à la fois le rôle d'une base et d'un acide selon les cas. Vous voyez, on dit ampholyte ou bien une espèce qui a un caractère amphotère. Caractère amphotère, comme ça. Voilà. Et ça, c'est à apprendre et à comprendre. Voilà la réponse à la première question de façon complète avec le rappel de certaines notions. Hein. Et on va passer à la deuxième question. Bien, dans la deuxième question, on me demande d'écrire la mise en solution de la soude. Donc sachez que la soude, la formule NaOH. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est H2O, on le met sur la flèche, c'est Na+, plus HO-. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre la soude dans l'eau, elle va se décomposer en deux ions, un cation Na+, et un anion HO-. À quel couple elle appartient? L'espèce prédominante. Donc l'espèce prédominante ici, c'est HO-. Sachez ici que la question n'est pas posée, mais la mise en solution est totale dans l'eau. Pourquoi? Parce que NaOH, base forte. Donc la question n'est pas posée, hein, je réponds à la question. Réaction totale. Car base forte. Voilà. L'espèce prédominante, c'est HO-. À quel couple elle appartient? Ben, je viens de le faire dans la première question, mais comme rappel entre parenthèses. Hein, ce n'était pas une réponse à la première question. Bon, maintenant, je vais le faire. Elle appartient au couple H2O, HO-. Vous voyez? Je l'ai rappelé dans la première question, hein, c'était juste un rappel hein, dans la première question, ce n'était pas quelque chose qu'il faut donner avec la réponse. Voilà, c'est-à-dire que là, l'eau joue le rôle d'un acide, et HO-, c'est la base, conjuguée de H2O dans ce cas-là. Voilà la réponse à la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire dans la première et la deuxième question? C'est comme si nous avons préparé deux solutions. Hein, deux solutions. Dès que vous entendez le mot solution d'un acide d'une base, ça veut dire que c'est dans l'eau. Hein, on a préparé ici deux solutions. Une solution acide en mettant bien sûr l'acide nitrique avec l'eau, et une solution basique en mettant la soude avec l'eau. Après, bien entendu, on peut regarder la concentration, on peut regarder beaucoup d'autres choses. Mais
Ça n'est pas posé dans les questions qu'on vient de traiter. Bien, pour la troisième question, on vous demande de donner l'équation de la réaction du dosage à l'aide de la règle de gamma. Donc, là, je vais rappeler quand même l'axe de pKa. Ça, c'est obligatoire. Hein, je vais le faire ici. Et après, on va répondre à la question. De toute façon, la question, sans l'axe de pKa, on ne peut pas répondre à la question. Donc, vous avez l'axe, il est dirigé vers le bas et gradué en pKa. Voilà. Sachez que c'est un axe limité par deux couples. C'est le couple au niveau de pKa égale à 0, c'est H3O+, voilà, H2O. Ça, c'est obligatoire à savoir, vous voyez. Et ici, j'ai 14. C'est comme le pH, vous voyez, ça va de 0 à 14. Et ça, c'est le couple de l'eau, mais avec l'eau comme un acide. Et là, H au moins. Donc, vous voyez que le pKa, l'axe, il est dirigé vers le bas. Il y a deux graduations 0,14 et deux couples qui sont représentés ici. Hein. Les couples qui représentent, bien sûr, l'eau. Sachez une chose, c'est que tout acide fort, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle ici, les acides forts, c'est en montant vers le haut. Vous voyez, acide fort. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Vous voyez? Et après, pour les bases, c'est le contraire, vous voyez? Donc là, c'est base forte. Donc, plus le pKa est faible, plus l'acide est fort, plus le pKa est grand, plus la base est forte. D'accord? Un pKa augmente. Force, je vais marquer ça comme ça, force de la base augmente aussi. Et là, c'est l'inverse. Je vais l'écrire. pKa diminue. Force de l'acide augmente. Donc, vous voyez qu'ils vont dans deux sens contraires, les flèches. Là, c'est dans le même sens. Vous voyez que pKa augmente, la base est plus forte. pKa diminue, l'acide est plus fort. Donc voilà, ça c'est à connaître absolument. Vous voyez? Bon, sachez une chose ici, hein, pour compléter un peu le diagramme. C'est simple à comprendre. Hein. Retenez un petit peu les deux couples qui sont là, vers 0 et 14. La flèche qui va vers le haut, vers le bas, bon, c'est facile à retenir. Et sachez que là, je vais le mettre en rouge, tous les pKa inférieurs à 0 ici, vous voyez, là, ce sont des acides forts. C'est ce qu'on appelle acide fort, vous voyez. Acide fort. Et je peux citer HCl, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique qu'on est en train de faire, etc., etc., vous voyez. Ils sont ici dans cette zone-là, vous voyez. Tous les acides forts. Les bases fortes maintenant, elles sont vers le bas, vous voyez. Les bases fortes, elles sont ici, là. Ça, c'est les bases fortes. Vous voyez, je vais l'écrire ici, base forte. Vous voyez, leur pKa, il est supérieur, si vous voulez, à 14. Je peux citer NaOH, par exemple, vous voyez, qu'on est en train de traiter maintenant. Donc, ça, c'est à savoir absolument. Donc, je rappelle, l'axe de pKa est dirigé vers le bas.
toujours. Je prends les deux points 0,14 qui sont importants à mettre sur cet axe. Le 0, ça correspond au couple H3O plus H2O. 14 correspond au couple H2O H-. Et après, acide fort là, base forte ici. Et tous les acides faibles, bases faibles, ils vont être ici, à l'intérieur, vous voyez? Là. Hein? Si vous avez un exercice sur, par exemple, l'acide acétique, ben, l'acide acétique, le pKa, il est de 4,8, c'est à peu près vers là. Donc, c'est un acide faible, vous voyez? Il n'est pas dans la partie rouge ici. La dernière chose à savoir, c'est que tous les acides forts qui sont là, vous voyez là, ils sont près de ce couple. Eh bien, ils sont toujours représentés par ce couple-là, vous voyez? Hein? Acide fort ici, leur couple, c'est H3O plus H2O. Et là. Vous voyez le couple de l'acide nitrique, là, je peux prendre ce couple-là. Pourquoi? Parce que on vient de voir dans la question 1 que c'est H3O+, qui est l'espèce dominante. Et comme elle est dans l'eau, eh bien, ça va me donner ce couple. Vous voyez? Et pour les bases qui sont fortes ici, vous voyez qu'ils sont près de quel couple? De H2O, H-. Donc, toutes les bases fortes, c'est-à-dire ici, hein, dans la partie verte, hein, regardez, j'ai mis le rouge et le vert pour que ça soit un petit peu clair. Tout ça, toutes ces bases-là, elles vont être représentées par ce couple-là, H2O, H-. Retenez ça par cœur. Dès que vous trouvez un acide fort, automatiquement, on lui attribue ce couple. Dès qu'on parle de base forte, comme NaOH, directement, on lui attribue ce couple. Donc, retenez ça, ça c'est important. Et la question qui est posée maintenant, ben on va la traiter, vous allez voir que c'est ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure. On vous dit quoi? Trouver l'équation de la réaction chimique, vous voyez, à l'aide de la règle de gamma. Donc, je vais garder ce schéma-là comme ça, parce qu'il est intéressant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un acide fort. C'est l'acide nitrique. Voilà le couple qui le représente. Vous voyez, c'est ici. Hein. D'accord? Après, j'ai une base qui est forte. Quel est le couple qui représente cette base? C'est celui-là. Donc, ça veut dire que ce couple va réagir avec celui-là, vous voyez? Et en plus, ce sont les espèces chimiques dominantes, vous voyez, qui dominent. Hein, pour l'acide nitrique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est H3O+, qui domine. Qui prédomine, si vous voulez, pardon, qui prédomine. C'est-à-dire qu'on trouve en grande quantité dans la solution. Et pour la soude, on a entouré H-. Donc vous voyez, avant d'écrire toute réaction chimique, encadrer les réactifs qui vont réagir. Ça, c'est important. Vous voyez que là, j'ai H3O+, et H-. Je n'ai pas autre chose que ça. Et alors, quand ils vont réagir, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la règle de gamma, vous voyez. Vous partez de ce réactif-là, ici, on tourne, et après, là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça plus ça égale à ça plus ça. Et comme le gamma, elle est à l'endroit, hein, quand on dit gamma à l'envers, ça veut dire la flèche, elle est là. Elle est à l'endroit, ça veut dire que cette réaction est totale. Donc, je vais l'écrire en bleu ici, là. Vous voyez, H3O+, là, plus H-,
une flèche, H2O plus H2O. Vous voyez, H2O plus H2O, comment on va les écrire après pour que ça soit plus simple? Ben, on va écrire H3O plus H au moins donne 2H2O. Et regardez une méthode que je vais vous donner maintenant. Quand on écrit une réaction chimique, vous voyez, on vérifie toujours s'il est équilibré, vous voyez. Parce que là, normalement, il est équilibré. Mais prenez l'habitude de le faire. Donc, ça veut dire quoi, équilibré? Je vais compter et la matière, c'est-à-dire le nombre d'atomes de chaque espèce, à gauche et à droite. Les atomes, hein, d'accord? Bon, là, qu'est-ce que j'ai comme type d'atomes? J'ai des H et des O. Hydrogène, oxygène. Donc, là, j'en ai 3. 1, ça fait 4. Là, j'ai 2 fois 2, ça fait 4. Parfait pour le H. Pour le O, 1, ça fait 2. 2 fois 1, parce que là, c'est 1. Parce que le 2 qui est là, il porte sur H et sur O. Hein? 2 fois 1, ça fait 2. C'est très bien. Mais il ne faut pas rester là. Ça veut dire qu'il faut équilibrer les charges aussi. Vous voyez, les charges électriques. On doit avoir la même charge à gauche et la même charge à droite. Là, j'ai plus, moins. Si vous avez plus 1, moins 1, ça va donner 0. Ça veut dire que là, j'ai 0 charge à gauche. Ben, regardez ici, j'ai 0 charge aussi. Donc, l'équation bilan que je viens d'écrire, elle est équilibrée. Vous voyez, en vous disant ça, j'ai rappelé un petit peu les règles pour équilibrer une réaction chimique. On doit équilibrer d'abord la matière. La matière, vous voyez, les atomes, c'est de la matière, vous voyez. Et après, les charges électriques. Ces deux choses, il faut les faire l'une après l'autre, sinon ça ne marche pas. Voilà pour trouver l'équation bilan hein, de la réaction. Hein, j'ai rappelé l'axe de pKa, je vous ai rappelé beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être pour certains, il y a trop de choses à savoir, mais apprenez-les petit à petit, et puis de façon un petit peu intelligente, parce que, voilà, bon, là j'ai donné un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur le pKa, mais sachez que remplacer un acide fort par ce couple, c'est-à-dire celui-là, une base forte, là, une base forte par ce couple, c'est-à-dire celui-là, ça, ils sont obligatoires pour répondre à la question qu'on vient de traiter, vous voyez, et la règle de gamma. Bon, maintenant le tableau d'avancement, hein, je vais le faire. Bien, on va compléter la réponse à la question 3. On me demande le tableau d'avancement. Sachez que j'ai publié déjà 2 leçons, je crois, sur ce thème. Et là, je vais vous rappeler l'essentiel du tableau d'avancement, mais appliqué à ce problème-là. Donc, je vais écrire l'équation bilan. On a trouvé H3 au plus H au moins. Ça donne 2H2O. Donc, sachez un tableau d'avancement. Bien entendu, l'équation elle est équilibrée. Il y a un état initial. État initial, c'est toujours en mol. Et puis, état final. Dans certains livres, vous trouvez un état intermédiaire. Mais moi, je vais me limiter à ces 2 états. Donc sachez qu'on travaille sur des solutions aqueuses. Donc, solution aqueuse, ça veut dire que l'eau, elle est en très très grande quantité. Donc, vous voyez, au début du dosage, vous avez déjà de l'eau présente dans le bécher dans lequel vous allez faire le dosage. Donc, c'est pour cela que pour l'eau, toujours on met excès, ça veut dire qu'il y a beaucoup, donc il ne va pas nous intéresser pour les calculs, si vous préférez. Pour H3O+, c'est-à-dire l'acide, j'ai Na, par exemple.
Na, ça veut dire N0, c'est-à-dire à T égale à 0 de l'acide, que je cherche bien sûr à déterminer dans ce dosage. H au moins, c'est ce qu'on verse par la burette. Donc je vais l'appeler NV, ça veut dire verser. Vous voyez, NV, N versé, c'est ce que je verse. Et l'état final va être N0A moins un avancement que je vais appeler X. Là, NV moins un avancement que je vais appeler X. L'eau, c'est toujours en excès. Vous voyez ? Donc voilà le tableau d'avancement. Sachez que l'état initial, on met toujours les quantités de matière qu'on introduit pour les réactifs. Les produits, s'il n'y a rien, on met 0. Dans ce cas, qui est un cas particulier, j'ai déjà de l'eau et en très grande quantité. C'est pour cela que j'ai noté excès, vous voyez, là et là. Donc ça, c'est le tableau d'avancement. Vous voyez, sans valeur, sans rien. Maintenant, pour la question 4, on vous demande de définir l'équivalence. L'équivalence, c'est lorsque les réactifs sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Vous voyez, l'équivalence, c'est lorsque les réactifs sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je prends une mole de H3O+, vous voyez là c'est 1, et il me faut une mole de H au moins. Vous voyez, une. Ça s'appelle un mélange stoichiométrique. Mais proportionnel au coefficient stoichiométrique, vous voyez, si je mets 2 moles ici, je dois mettre 2 là, 4 là, 4 là. 1000 ici, 1000 ici. Donc, si je dois donner ça sous forme d'une équation, c'est lorsque N0A, c'est-à-dire le nombre de moles qui est dans l'acide, c'est égal à N versé. Donc voilà, vous voyez, j'ai égalité des nombres de moles à l'équivalence, vous voyez, à l'équivalence. D'accord? Et donc là, ça vient du fait aussi que à l'état final, j'ai 0 acide, donc c'est-à-dire que à l'état final, j'obtiens 0, ici 0, et j'ai plus de base, c'est 0, c'est-à-dire à l'équivalence. D'accord? Donc à l'équivalence, j'ai N0A moins X égale à 0. Vous voyez? Ça égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reste plus rien à l'état final de l'acide. Tout l'acide a été, si vous voulez, a réagi, si vous voulez, avec la soude. Et puis aussi, NV moins X égale à 0. Donc si je résous ces deux équations, c'est du premier degré, j'obtiens quoi? J'obtiens X égale à N0A, ici, et puis X égale à NV. Et bien vous voyez, j'ai le même X, ce qui me donne l'égalité des nombres de moles, bien sûr, de l'acide et de la soude versée. Ça, c'est la soude versée. Là, je vais le noter ici. Ça, c'est l'acide qui est présent. Et ça, c'est la soude versée. Donc, pour résumer, à l'équivalence, le nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base. Voilà, ça, c'est pour simplifier les choses, vous voyez. Et tout ça, c'est pour vous montrer que ça peut venir du tableau d'avancement. Vous voyez, le tableau d'avancement, bien sûr, me démontre ça, vous voyez. C'est ce que j'ai fait ici aussi, vous voyez. Là. Donc voilà, Na égale à NV. On passe maintenant à la question numéro 5. La question numéro 5, maintenant, on vous demande d'établir l'expression de C0. Voilà, C0 maintenant. Donc sachez que N0
de l'acide est égal à N de la base versée. Entre parenthèses, vous devez savoir que N égale à C fois V, vous voyez? Le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Je vous donne les unités. À chaque fois que vous écrivez une formule, notez les unités. Ça, c'est mol par litre. Et ça, c'est litre. Dans ce cas-là, les unités peuvent changer. Donc ici, puisque le volume qu'on a souligné tout à l'heure, c'est V0 et C0, donc j'ai C0 fois V0 égale à C1 fois le volume équivalent versé, avec VE, volume, équivalent versé de NaOH, c'est-à-dire de soude, qu'on va trouver tout à l'heure à l'aide de la courbe. Voilà. Une fois qu'on a écrit cette relation, C0 égale à C1 fois VE sur V0. J'encadre ça, et c'est ça qui va me permettre de trouver la concentration vers la fin. Donc voilà, cette équation qui est là, vous l'aviez apprise bien sûr peut-être dans les années passées. C1V1 égale à C2V2, etc. Donc ça dépend des classes, ça dépend des lycées. Sachez que, et ça c'est un conseil que je vous donne, mais important, on respecte toujours la notation de l'exercice, ou bien du problème, ou bien de l'examen. Vous voyez, le volume de l'acide, ils l'ont noté V0, C0. La concentration de la base, ils l'ont noté C1. Par contre, le volume VE, bien sûr, s'il n'est pas noté, vous le mettez vous-même. Vous voyez, si il y a des paramètres qui ne sont pas notés et que vous devez mettre, ça, il n'y a pas de problème, si vous voulez. Vous voyez. Voilà la question 5. Bien, pour la question 6, on va la faire sur le graphique. Mais ici, je vais vous expliquer un petit peu la méthode, vite fait. La méthode, c'est vous avez votre courbe de dosage classique. Ça, c'est le volume de soude. 0, ça, c'est le pH. Et vous avez votre courbe qui est comme ça. Voilà. En fait, le volume équivalent, c'est le volume qui correspond au saut de pH. Vous voyez, le pH, il était à peu près constant, il variait très très peu. Et à une goutte près, vous voyez, de soude. Une goutte, hop, il fait monter le pH de 5 à 11 ou de 4 à 12, ça dépend des dosages. Et en fait, le volume équivalent, c'est le volume qui correspond au saut de pH. Bon, mais on ne va pas juste comme ça tâtonner pour trouver une valeur approchée ici, si vous voulez, vous voyez, mais on ne se trompe pas, on va trouver une valeur qui n'est pas loin de la vraie valeur, si vous voulez. Ça, c'est le volume équivalent. Mais il y a une méthode que je vais vous montrer. Vers le saut ici, vous prenez un point et vous tracez une droite tangente à la courbe. Tangente à la courbe, comme ça, voilà. Vous voyez ? Et qu'est-ce que je fais après? Je prends la parallèle à cette droite, tangente aussi à la courbe, mais de l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Attendez, je vais juste placer la règle. Voilà, vous tracez la parallèle comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez la perpendiculaire ici, à ces deux droites. La perpendiculaire, et vous prenez le milieu. Et le milieu de la perpendiculaire, bien sûr, il faut qu'il soit parallèle aux deux droites. Vous voyez, comme ça.
Et vous voyez, regardez, je suis tombé par hasard là-dessus. Le volume équivalent, c'est le volume, bien sûr, qui est par-delà. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer ça sur le graphique. Bien, je vais appliquer la règle que je viens d'expliquer sur le vrai diagramme. Vous voyez? Donc ici, vers le point où le pH commence à augmenter, je vais tracer la tangente. Vous voyez? Voilà la première tangente. La deuxième tangente, on l'a fait avec... il faut une équerre pour bien faire les choses. Vous voyez, l'équerre, vous le mettez comme ça. Vous voyez là, comme ça. Et alors, vous avez... Vous voyez, là, j'ai la perpendiculaire. Vous voyez, l'équerre, vous le mettez sur la première tangente. Vous prenez la règle et vous montez comme ça. Là, maintenant, je vais monter comme ça jusqu'à la courbe pour faire la deuxième tangente. Vous voyez que... Et après, je mets déjà une partie de la tangente comme ça. Et après, j'enlève tout. Et je continue comme ça. Vous voyez, là. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai deux droites parallèles. Maintenant, je vais prendre la perpendiculaire. La perpendiculaire, vous la prenez où vous voulez. Vous voyez, moi, je vais la prendre là où j'ai un peu de place, si vous voulez, ici. Là. Vous voyez, vous mettez ça comme ça, et vous tracez juste déjà une première partie, après vous continuez jusqu'à l'autre droite. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépasser les deux droites, hein, d'accord? Voilà, là. Donc ça, c'est la perpendiculaire, ça. Voilà, je mets ça comme ça. Ensuite, vous prenez la valeur... Vous voyez, je vais prendre la règle, vous mesurez la valeur de cette perpendiculaire. Donc ça va de 0 jusqu'à 3,5. Vous voyez? Hein, donc j'ai à peu près, ici à peu près, vous voyez? Donc 1,5, bien entendu, c'est la moitié de 3. Et puis j'ai 5 mm. Hein, donc je prends à peu près 2,5, donc c'est à peu près là, vous voyez? Et ensuite, on va faire la même chose ici. Et après, on prend le milieu du segment, comme pour le premier. Donc vous voyez maintenant une droite qui passe par le milieu de ces deux segments, et c'est une droite qui est parallèle aux deux premières, vous voyez, comme ça. Et bien cette droite, elle rencontre la courbe en un point ici, là, et c'est ce point qui va me donner le volume équivalent. Donc après, il suffit de prolonger pour trouver le volume équivalent ici. Là. Normalement, ici, c'est 12,5 millilitres. Voilà. Et on peut trouver aussi le pH à l'équivalence. Vous voyez, il suffit juste de prolonger le point sur l'axe de pH. Et donc, j'ai le pH ici aussi à l'équivalence, vous voyez. Donc, voici la méthode des tangentes. Donc, ça n'est pas très compliqué. Donc, voilà pour le volume équivalent. Passons maintenant à la question numéro 7. Donc, alors, la question numéro 7, il faut calculer la concentration C0 de l'acide proposé. Donc, nous avons déjà trouvé C0 égale à C1 fois le volume équivalent divisé par V0.
Je rappelle que C1 égale à 0,020 mol par litre, que le V0 et les données dans le sujet c'est 10 millilitres, et que le V équivalent, on vient de trouver par la méthode des tangentes 12,5 millilitres. Donc, application numérique, C0 égale C1, c'est 0,020 multiplié par 12,5 pour le volume équivalent divisé par 10. Donc là, c'est un point très important. Donc, pour les unités maintenant, soit on convertit les millilitres en litres. Hein? Sachez que 1 millilitre égale à 10 moins 3 litres. Donc, soit on convertit les volumes de millilitres en litres, mais la meilleure méthode, ici, c'est la suivante. Cette concentration, elle est en mol par litre. Ce volume-là, il est en millilitres. Écoutez la méthode pour la retenir. Ça, c'est millilitres. Donc, vous voyez que j'ai millilitres divisé par millilitres. Ils vont se simplifier. Il y a certains élèves qui disent ils vont s'annuler, ils vont se simplifier. Et par conséquent, la conversion du volume ici n'a aucun intérêt. La seule chose à laquelle il faut faire attention, et vous le notez en rouge dans sur votre cahier, c'est que les deux volumes doivent être à la même unité. C'est là j'ai 10 millilitres, là j'ai 10 litres, ou des décilitres, ou des centilitres. Hein, ça ne va pas. Et il faut convertir l'un des deux pour que ça soit la même unité. Voilà, ça c'est à retenir. Dernière chose, admettons que vous cherchez à convertir. Donc vous allez multiplier ici par 10 moins 3. Ah, je peux le faire pour vous montrer pourquoi la conversion n'est pas nécessaire. Voilà, je multiplie ici par 10 moins 3. Voilà, très bien. J'ai converti en litres. Attention là, le millilitre n'existe plus. Et je multiplie là aussi par 10 moins 3. Pour convertir ça, vous voyez là, de millilitres pardon, à litres. Et là aussi, à litres. C'est des parties rouges que j'ai rajoutées. Donc vous remarquez bien qu'elles vont se simplifier. Vous voyez, mathématiquement parlant, ils vont se simplifier. Et le rapport de ça sur ça donnera toujours la même chose. Donc voilà un point important. Donc, sachant que les millilitres ou les litres se simplifient là et là, qu'est-ce qu'il me reste? Mol par litre. Donc, ça veut dire l'unité de C0, c'est l'unité de C1. Ça veut dire mol par litre. Donc, voilà les conseils qu'il faut retenir, parce que sachez qu'en dehors de la valeur qu'on va trouver, la valeur qu'on va trouver, pour vous, après, ça n'a aucun intérêt, vous voyez. On va trouver 2,5, 10 moins 2 mol par litre, rien. Mais par contre, les explications que je vous donne à chaque point de travail, ben, il faut la réécouter plusieurs fois pour bien la comprendre et la retenir, parce que c'est ça qui est vraiment la base, vous voyez, de la formation et de l'apprentissage, vous voyez. Apprendre la méthode et la règle, en dehors de la valeur qu'on doit trouver. Bien entendu, il faut trouver la bonne valeur, mais bien sûr qu'il faut connaître la méthode. Donc là, retenez que lorsque vous aurez un jour deux grandeurs identiques, soit des volumes, soit des masses, soit... Et attention, hein, il faut qu'il y ait la multiplication et la division, hein, ça ne marchera pas dans d'autres circonstances. Toujours est-il, si vous avez le rapport de deux grandeurs physiques identiques, eh bien, peu importe l'unité de l'un ou l'autre, pourvu qu'ils soient à la même unité. C'est-à-dire le rapport vous donnera toujours la même chose.
Hein. Voilà, ça c'est en général, hein, donc ça c'est important. Bien, tout calcul fait, on va trouver que C0 égale à 2,5 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc voilà la valeur qu'on doit trouver. Bien, pour la dernière question. La dernière question, ben, il suffit de regarder sur Internet un montage. Moi, je vais vous donner une règle très très rapide. Pour faire le montage, pensez d'abord à mettre l'agitateur magnétique. Bon, ça c'est l'agitateur magnétique. Vous mettez une boîte comme ça, agitateur, voilà, magnétique. Je vais vous donner le schéma complet, hein, d'accord? Ici, vous mettez un bécher. Hein, il y en a qui mettent des Erlen, etc. On va mettre un bécher. Dedans, vous avez la solution. Donc, ici, vous avez le barreau aimanté, vous voyez? Barreau aimanté. Voilà. Ici, vous avez acide. Et on peut mettre que j'ai V0 égale à 10 millilitres. Et C0 que je cherche, point d'interrogation. Bien. Après, vous mettez avec une règle comme ça. Une burette, voilà. Donc vous notez burette, 25 millilitres de soude. Je connais la concentration C1, c'est 0,020 mol par litre, voilà. Et je ne connais pas le volume équivalent, vous voyez? Et après, vous mettez une sonde pH métrique. Alors, je vais faire quelque chose comme ça ici. Vous mettez une sonde de pH métrique, là. Voilà. Donc, agitateur magnétique. Voilà. Donc ici, vous avez le pH mètre. Voilà. Et là, vous avez la sonde. La sonde pH métrique. Voilà un schéma à peu près. Bon, si vous faites un schéma de ce style, c'est pas mal, vous voyez. Sachez bien entendu que la burette et puis la sonde, ils sont accrochés à un support qui n'est pas représenté ici. Hein, c'est pas utile, mais hein, on peut mettre un trait de là jusque là, par exemple. Hein. Vous voyez, si vous voulez le faire, hein, je vais le faire. Vous voyez, là, un support comme ça, là, vous voyez. Et donc, on a voilà, la burette qui est accrochée là, et puis la sonde qui est accrochée là, et puis là, c'est le pied. Ça n'est pas obligatoire, mais si vous voulez le faire, pourquoi pas. Mais sachez que les éléments importants, c'est ce que je viens de mettre. Hein, l'agitateur magnétique, c'est important, hein, parce qu'il faut bien sûr hein, que ça se mélange au cours du dosage.
et puis le barreau aimanté, puis le pH mètre, et la sonde, la burette, et puis voilà, j'ai mis ce qu'il faut mettre dedans, et normalement le schéma est complet. Bon courage, et puis à la prochaine.